Donc j'ai le plaisir, en votre nom, d'accueillir et de souhaiter la bienvenue à M. Vincent Lamanda, premier président de la Cour de cassation. Nous sommes très attentifs à ce que vous allez nous dire, puisque plusieurs dispositions, plusieurs articles du texte, je pense notamment à ceux sur le Conseil supérieur de la magistrature, pourraient vous concerner très directement. Donc si vous l'acceptez, nous serons très heureux de vous entendre d'abord sur le projet et sur les dispositions sur lesquelles vous souhaitez vous exprimer. Ensuite, je sais que certains d'entre nous ont des questions à vous poser. Je vous cède bien volontiers la parole. Merci, Monsieur le Président. Je suis très sensible au fait d'être entendu par votre commission des lois sur le projet de révision de la Constitution. Celui qui a choisi de faire métier de servir la loi en rendant la justice ne peut qu'être impressionné et honoré de se trouver devant vous. À ces sentiments s'ajoute une légitime inquiétude mêlée d'une certaine gêne en raison du thème central de nos échanges, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, organe constitutionnel garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Le thème est délicat, les équilibres sont toujours difficiles à établir, même s'ils sont nécessaires. Il est prévu notamment de donner au titulaire du poste que j'occupe un rôle accru dans cette haute instance. Cette perspective flatteuse renforce évidemment la réserve qu'impose déjà ma fonction. Mais le sujet concerne chaque citoyen, surtout s'il est juriste, attentif au pays de Montesquieu à la séparation des pouvoirs. Il me tient particulièrement à cœur, comme magistrat, parvenu à l'ultime étape d'une carrière déjà longue, dans des fonctions diversifiées, et qui a eu l'honneur de participer aux travaux du Conseil supérieur de la magistrature, en qualité d'abord de secrétaire de cette institution, puis durant 4 années de membre élu de celle-ci, enfin actuellement de président de droit de sa formation disciplinaire compétente à l'égard des magistrats du siège. L'acte de juger est un redoutable privilège en même temps qu'une terrible obligation. Il y va de l'avenir d'une société que cet acte n'apparaisse pas comme une décision prise sous influence. L'indépendance objective de l'autorité judiciaire est ainsi essentielle. Il y a certes l'indépendance du tempérament du magistrat. Il y a aussi l'indépendance fruit de l'expérience et de l'autorité méritée. Mais l'une comme l'autre doivent pouvoir s'appuyer sur une indépendance garantie incontestablement par les textes et par les structures. Car l'indépendance n'est pas pour le juge une prérogative, mais devoir envers lui-même comme envers les autres. Elle est avant tout pour le justiciable l'assurance d'un procès équitable, jugé par un tribunal impartial, à l'abri de pressions externes. L'indépendance n'est donc pas garantie dans l'intérêt du juge, mais dans celui des usagers de la justice. Elle renforce évidemment la confiance qu'ils ont ou mettent en elle. Or, force est de constater que le fantasme de la dépendance hante encore trop souvent en France nos concitoyens qui continuent à croire que le pouvoir fait ce qu'il veut de ses juges. C'est une de ces convictions qu'en l'état de notre actuelle organisation, aucune évidence ne semble pouvoir déraciner. Sont soupçonnés à la fois la malignité du pouvoir et la complaisance des juges. Et ce qui est dramatique, c'est que ces travers supposés ne semblent pas étonner ceux qui les colportent. Pour faire carrière, que n'accepterait-on pas, pense-t-il. Jean-Christophe Lagarde. Oui, Monsieur le Président, j'ai entendu beaucoup d'observations qui peuvent être utiles à nos travaux sur ce point. Et puis la deuxième, c'est sur le nouvel rôle qui serait donné cette fois-ci à la Cour de cassation, entre autres, mais à la Cour de cassation, pour le filtre concernant l'exception d'inconstitutionnalité, avec une interrogation qui est, est-ce qu'on ne risque pas à un moment donné qu'il y ait un blocage
pour aller, que la Cour de cassation puisse dire, écoutez, on va traiter nous-mêmes le problème, non pas qu'elle devienne juge constitutionnelle, j'ai bien compris, puisqu'elle ne peut pas rectifier la loi qui serait inconstitutionnelle. Comment appréhendez-vous la chose? S'agissant de troisième partie qui concerne le projet de saisine par les citoyens, c'est bien cela, du Conseil constitutionnel. Alors je crois qu'il faut, moi je suis, je constate cela, je ne peux qu'approuver l'intention qui est d'élargir donc cette faculté donnée aux citoyens. Ça existe, on se met en conformité finalement avec ce qui se passe en Europe. Mais je suis inquiet pour la Cour de cassation. Je pense que la vision est un peu trop une vision fondée à travers ce qui existe dans les juridictions administratives, où le Conseil d'État maîtrise beaucoup mieux l'ensemble des juridictions administratives. Il y a d'abord un nombre limité de tribunaux administratifs, composés tous de magistrats donc administratifs, gérés par le Conseil supérieur des juridictions administratives, présidé par le vice-président du Conseil d'État. Conseil d'État qui gère les moyens de ces juridictions, moyens budgétaires. Nous ne sommes pas du tout dans la même configuration dans le domaine judiciaire. Nous avons une pluralité de juridictions du premier degré, avec une pluralité de juges, professionnels et non professionnels. Il y a des juges de proximité, connaissent les contraventions. On voit s'engouffrer là tout un champ nouveau pour le barreau en matière contraventionnelle. Il y a une instance, mais il y a les juges de grande instance, les tribunaux de commerce, les conseils de prud'homme, les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux paritaires des baux ruraux, etc., etc. Les tribunaux maritimes commerciaux, etc. J'en passe, et l'extraordinaire qui existe encore. Il faudra simplifier notre organisation judiciaire. Il faut absolument simplifier notre organisation judiciaire. Archaïque. Archaïque. Il y a une pluralité de juridictions qui n'est pas normale dans un État moderne comme le nôtre. Et donc des gens qui viennent d'univers différents, qui sont parfois des professionnels, qui ont parfois des greffes tenues par des fonctionnaires de justice, parfois des greffes tenues par des titulaires de charge, parfois assurées par des services administratifs. Et donc je vois là un volume imprévisible. Je pense que les prévisions données par le Conseil constitutionnel sont extrêmement optimistes en ce qui concerne le judiciaire. Et je suis absolument persuadé, avec le directeur du greffe de la Cour de cassation et les présidents de chambre à la Cour de cassation, que nous allons connaître des difficultés, que nous allons devoir monter un véritable service, presque une chambre, car il est évident que ces affaires, que voient arriver avec plaisir les avocats au Conseil, vont donner lieu à des mémoires en demande, en défense, des plaidoiries, etc., des contentieux. Et il paraît tout de même curieux de demander à des juges à qui on dénie le pouvoir de contrôler la constitutionnalité des lois, de leur demander de faire ce travail pour une instance qui ne veut pas se faire encombrer, et à qui il appartiendrait logiquement d'assurer ce travail. Car où je suis capable de faire le tri et de demander, de poser une question préjudicielle, comme nous le faisons déjà avec le contrôle de conventionnalité que nous avons, et les choses se recoupent très largement, vous le savez, le contrôle de la conventionnalité, le contrôle de la constitutionnalité se recoupent extrêmement largement. Que faisons-nous? Ça marche bien. Nous faisons, les juges, sous le contrôle de la Cour de cassation, ont le contrôle de conventionnalité, et nous posons éventuellement, ou ils posent directement, ou nous posons nous-mêmes, c'est obligatoire pour la Cour de cassation en cas de difficulté, la question préjudicielle à la Cour de Luxembourg.
Et donc nous avons à ce moment-là la réponse. Et nous pourrions avoir un système de ce type qui nous oblige de poser, en cas de difficulté, la question préjudicielle au Conseil constitutionnel, mais qui ne nous dénie pas le droit de statuer dans les affaires qui paraissent tout à fait simples, autant que très souvent on pourra, et nous l'avons déjà fait, agir à travers le contrôle de conventionnalité que nous avons déjà. Cela étant, le législateur est maître, le juge applique la loi. C'est toujours très difficile à un juge de donner son opinion sur une loi qu'il devra appliquer sans état d'âme. Et donc, si nous avons ce contrôle, nous de tri, et nous ferons honnêtement le tri qui nous est demandé. Mais je trouve un peu curieux de nous dénier le pouvoir et de nous demander quand même de faire le gros du travail. Mais cela étant, donc le problème aussi, c'est le risque de ralentissement, si vous voulez, des procédures, puisqu'il va être prévu que dès que la question sera posée, donc c'est une mesure dilatoire qui sera très importante à mon avis, puisque dès que la question sera posée, on sera obligé de transmettre à la Cour de cassation, et là, on va entrer dans les mémoires, dans les délais, tant de délais pour le mémoire en demande, tant de délais pour le mémoire en défense. Vous savez, nous, à l'heure actuelle, nous sommes à peu près en moyenne à 16 mois, entre 14 et 16 mois de délai d'examen, en moyenne, devant les chambres de la Cour, et il y a 8 mois de délai incompressible pour les mémoires. Donc en fait, nous statuons dans des délais très brefs, puisque nous travaillons entre 6 et 8 mois. C'est ça la réalité. Donc ça pourrait être une solution, mais il faut aussi laisser aux avocats au Conseil la possibilité de travailler. Ce sont des matières quand même souvent difficiles, subtiles. Je vous remercie de votre intervention.